Salut à toutes, salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de PL Club. C'est la plus merveilleuse des périodes de l'année en Première Ligue parce que vous aurez des matchs quasiment tous les jours jusqu'au 2 janvier. C'est la période des fêtes, c'est la période la plus intense de la saison. Je suis un petit peu déçu de voir que vous n'avez pas osé le pull de Noël aujourd'hui, mais c'est pas grave, votre présence est toujours aussi précieuse. Salut Bruno. Salut, une trentaine de matchs se joueront entre ce soir et le 2 janvier prochain. Et puis la perspective de suspense, de surprise, parce qu'il y a la fatigue, il y a la répétition des matchs. Donc c'est toujours des moments très particuliers de la Première Ligue. Oui, on répète la phrase de Sir Alex qui a dit pendant toute sa carrière qu'on ne gagne pas le titre pendant les fêtes et à Noël, mais on peut le perdre par contre. Christian est évidemment aussi avec nous pour nous apporter toutes ces précieuses informations sur les rencontres dont on va parler. Salut Christian. Très content de vivre cette fin d'année avec vous et d'assister à tous ces matchs pendant cette période. Il y a des matchs très importants, notamment celui samedi soir entre le premier et le deuxième, on y reviendra, mais je vous propose d'abord de plonger dans les plus beaux buts marqués le week-end dernier. Il n'y en a eu que 21, mais bon, on en a quand même sorti 3, c'était la 17e journée, c'est parti. Bryce has done really well, bustling his way through! Lewis Miley! His first goal for Newcastle! Zuma ready well, West Ham getting forward to Quigley, Gooders in again, scores again! Billy. Run to the back post, Moreno coming in, and there is the Aston Villa response. On ne peut pas avoir évidemment des bicyclettes à la Garnacho tous les week-ends. L'effet marquant après cette 17e journée. Et après, le score le plus important, c'est évidemment le 0-0 entre Liverpool et Manchester United. Mais on voit que Manchester City n'a que 7 points sur 18. Le champion en titre fait du surplace. Oui, surtout ils répètent des problèmes qu'ils ont montrés pendant toute la saison, à savoir de s'endormir un petit peu en deuxième mi-temps. Ils menaient 2-0 face à Crystal Palace. Oui, c'est pas la première fois qu'ils se font un peu rejoindre, alors pas jusqu'à être à égalité à la fin du match, mais ça devient une très mauvaise habitude de perdre un peu le rythme et de laisser l'adversaire jouer. Arsenal reprend la première place au classement et profite du faux pas de Liverpool. Le 0-0 face à United. Aston Villa qui continue à surprendre. À domicile, on le savait, meilleure attaque à domicile et l'équipe qui a pris 100% des points. C'est la dernière, puisque Liverpool a partagé. Et puis, ils ont été gagnés en déplacement. Qui pourrait être en tête du championnat. S'il y a match nul entre Liverpool et Arsenal, et si Villa gagne son match, il serait en tête du championnat lors de cette journée. Comme City qui ne joue pas, pourrait très bien être hors du top 4 aussi ce week-end. Oui, City qui va jouer la finale de la Coupe du Monde vendredi soir face à Fluminense. Et puis Everton qui continue et qui enchaîne après avoir été presque mis KO par les 10 points de pénalité. Ils sont déjà sortis de la zone rouge avec ces 4 victoires consécutives. Everton est une des équipes dont on va parler aujourd'hui. Un petit mot quand même aussi sur le deuxième manager viré cette saison, Steve Cooper, viré à Nottingham Forest. 3 victoires en 17 matchs, ça lui coûte cher, même s'il est à quelques points quand même, de 6 points de la position de relégable. Luton, un match de moins, bien sûr. Et remplacé par une vieille connaissance, Philippe. Nuno, qui avait été viré en Arabie Saoudite, je pense. Il y a pas si longtemps viré que ça. aussi à Tottenham après quelques mois. Mais apparemment, d'après les déclarations aussi de l'ancien coach, il semblait qu'on attendait la vérification du fait qu'il pouvait venir, Nuno, pour virer, j'oublie son nom maintenant, Steve Cooper, qui était un peu, très déçu de la manière dont ça s'est passé. Il a fait quand même monter Nottingham Forest en Première Ligue. Les maintiens. Et il les maintient. Alors, on a eu 30 joueurs qui étaient arrivés la saison dernière. Maintenant que Jorge Mendes est dans la place avec Nuno Espirito, je pense que ça va de nouveau beaucoup transférer. À partir du mois de janvier, affaire à suivre donc. Et seulement le deuxième manager viré quand même après 17 journées, ce qui est quand même peu par rapport aux saisons précédentes. On va plonger dans la première affiche du week-end. C'est le match de 16h samedi qui sera aussi le fil rouge de Goals of the Day. C'est Tottenham face à Everton. Chance for Everton here, and McNeil! And from Romero! Tottenham qui va beaucoup mieux après 5 matchs sans victoire, c'est 2 victoires consécutives pour un total de 33 points. Ils sont 5e. Everton, on l'a dit, malgré les 10 points de pénalité, a quand même 16 points, 7 points de plus déjà que la zone rouge.
Imaginez, si on rajoute les 10 points, ils sont quand même en appel. Hein. On ne sait jamais, peut-être qu'ils vont les récupérer. Il sera à la hauteur de Brighton. Et aux portes de l'Europe. Et il serait aux portes de l'Europe. On peut pas oublier. Il n'y a plus personne qui veut virer Sean Dyche là. Hein. Non. Mais c'est la potion magique idéale finalement, mettre 10 points de pénalité à une équipe qui a quand même des ressources mais qui ne parvenait pas à les mettre en place, je veux dire des ressources en tant que joueur, tout d'un coup tout marche. Ouais. Il y a une solidarité immédiate entre tout le monde parce que tout le monde trouvait que c'était injuste. C'est peut-être à penser pour d'autres équipes, je sais pas. Ils ont été condamnés, on le rappelle, pour un fait, alors qu'il y en a 125 possibles infractions du côté de Manchester City. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui, on en a déjà assez parlé. On va se concentrer d'abord sur cette équipe de Tottenham, invaincue après 10 matchs, cette série de 5 matchs sans victoire. Et puis là, ça va beaucoup mieux, Christian. Et voilà, on a parlé énormément de Tottenham, d'Ange Postecoglou, de ce qu'il a pu apporter à l'équipe avec les qualités, les défauts. Mais il y a un joueur maintenant qui sort du lot maintenant depuis quelques rencontres, Christian. C'est Richarlison. Est-ce qu'on peut dire qu'on attendait quasiment plus de lui qu'il puisse vraiment performer comme cela? Je veux dire enfin, parce qu'il était quand même une grande promesse quand il y avait ce transfert en venant d'Everton, où il était quand même un joueur très important avec Calvert-Lewin. Et puis là, il a mis du temps à se mettre en route. Au début, il a commencé un peu avec, vous savez, avec un peu ce que les Brésiliens font en se mettant sur le ballon. Et puis voilà, il a un peu été décrié. Et puis maintenant, on l'a vu souvent dans des matchs de début de saison où on voyait son visage quand il sortait du banc. Il n'était pas du tout content, il était malheureux de ne pas jouer. Et là, voilà, il faut 2 matchs. Et finalement, ils sont tellement amoureux de leur métier que ces joueurs-là, en fait, parviennent à trouver le déclic. Et voilà, c'est quand même 4 buts et 3 assists cette saison. Et c'est un des meilleurs jeux de tête de Première Ligue. Il l'a prouvé avec Everton. Et maintenant, il est en train de redonner un second souffle à Tottenham et à Postecoglou. Et ce n'est que de bon augure pour la suite du championnat. Je voudrais quand même souligner, on l'a vu sur les images, la qualité des assists. Oui, justement, lui aussi en fait, Richarlison. On peut en parler en regardant les quelques assists qu'il a réussi cette saison, notamment le centre de Kulusevski dans le but marqué à Nottingham était assez exceptionnel. Mais bon, il a de l'influence dans cette équipe maintenant. Il a marqué 3 buts sur les 2 dernières journées. C'est plus que sur les 39 matchs précédents en Première Ligue avec Tottenham. Surtout, il va représenter maintenant un danger un peu plus important qu'il lui va faire attention. Donc, ça va libérer de l'espace pour Son aussi, qui en a pas tant besoin que ça, puisqu'il marquait facilement. Mais c'est vrai qu'avec 2 attaquants productifs, ça peut devenir une équipe à nouveau très dangereuse. Alors, ça coïncide aussi. Bon, on sait qu'il y a toujours autant de blessés du côté de Tottenham. Madison n'est toujours pas de retour. Il y a 9 joueurs absents, il faut ajouter 2 suspendus pour ce week-end. C'est Bissouma qui a pris un carton rouge et Udogie qui est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Mais pour revenir sur l'animation offensive, depuis que Richarlison est le numéro 9, avec Son qui est retourné à gauche, avec Kulusevski qui peut jouer en 10, c'est le deuxième buteur du club. Et Brennan Johnson à droite, on a l'impression que ça va mieux. Après la série difficile, là, sur les 2 dernières victoires, c'est comme ça que Tottenham a joué. Je crois que quand vous avez un Richarlison bien en jambes, bien dans sa tête, c'est un joueur essentiel. Demandez au Toffees ce qu'il leur a apporté. Oui, et puis il est numéro 9 aussi en équipe du Brésil, donc il y a quand même une certaine confiance à ce niveau-là. Ça leur aussi. donne une possibilité supplémentaire de jouer par les flancs avec un numéro 9 qui attend les ballons. Enfin, ça s'est vu, je pense, sur les buts. Il ne lâche rien sur un match, absolument rien, aucune trajectoire, il est là tout le temps, c'est un combattant. Hein. Et sur les flancs, il y a Pedro Porro, maintenant, beaucoup plus performant. Vous avez vu l'assist qu'il lui envoie, Porro, de ce flanc-là? C'était magnifique. Intéressant. En tout cas, adaptation rapide dans le chef de Postecoglou, alors qu'il y a une période où ça n'allait pas du tout. On va voir, ça continue. Effectivement. Bon, c'est un match quand même pas évident, même si Tottenham est à domicile. Et Tottenham qui a d'ailleurs marqué sur les 27 derniers matchs de Première Ligue au moins un but. Donc ça, c'est quand même le gage d'une équipe qui marque facilement. Oui, mais ils ont déjà été giflés à domicile. Hein. On pense West Ham, Chelsea, Aston Villa. Ils ont reçu quelques gifles. Il va falloir bien gérer ce match-là. Hein. Effectivement. Parce que cette équipe d'Everton, et là on va retourner du côté de Christian, déjà c'est une équipe qui a un bilan offensif alléchant, on va dire, qui parvient à nous séduire. On sait que Sean Dyche, d'abord, c'est l'efficacité, l'organisation, c'est simplifier complètement le jeu, être costaud défensivement. Mais là, offensivement, cette équipe montre beaucoup de qualité cette saison. Oui, et puis on l'a souvent expliqué avec d'autres équipes, notamment avec Burnley, où il y a un jeu qui n'est pas approprié à la position au classement.
Lui, il est dans une position encore plus compliquée puisqu'il a eu 10 points de pénalité, mais il faut absolument utiliser les armes qui sont faites pour ces équipes-là. Et il le fait, mais vraiment parfaitement. On va le voir sur l'infographie. Lui, il ne se soucie absolument pas d'être performant dans le jeu dominant, que ce soit placé ou rapide. Lui, ce qui est important, ce sont les transitions rapides et profiter des mauvaises sorties de balles parce que comme c'est la mode partout, il sait qu'à un certain moment, il va pouvoir marquer comme ça. Et les phases arrêtées, on le dit depuis le début de cette émission, c'est les transitions rapides et les phases arrêtées pour toutes les équipes parce que c'est soit un apport pour les équipes du top, soit c'est un moyen de se sauver pour les équipes du bas. Et vous allez voir sur l'ensemble des buts qui ont été marqués sur phase arrêtée, il y en a 6 des 7, je crois, qui sont sur des deuxièmes chances ou des troisièmes chances. Donc ces équipes-là savent qu'à un certain moment, il y a un corner qui est donné, il y a un corner qui est travaillé, et puis il y a un deuxième ballon qui peut revenir. Voilà, notamment, c'était direct, c'était le dernier but avec le premier but de Onana. Mais il faut être performant dans ces domaines parce que ça suffit. Et quand il y a un long ballon à balancer, un kick and rush du gardien sur une phase arrêtée, voilà, c'est un troisième ballon. Ils sont là, ils se proposent à 4-3-5 dans le rectangle. Il a compris la formule pour pouvoir aller chercher les points qui vont le sauver. Et ils sont, je le répète, à la même hauteur qu'une équipe comme Brighton qui, lui, ne jure que par le jeu dominant placé. Alors il y a ça, vous l'avez dit, les phases arrêtées, mais aussi les reconversions rapides, et notamment sur cette manière de provoquer les erreurs adverses. Oui, ça c'est la grande moque actuellement. Je crois que ce week-end, je ne sais pas si je l'avais envoyé dans Goal of the Day, j'ai de nouveau envoyé la liste complète de nombre de buts depuis le début de la saison qui ont été marqués sur des mauvaises sorties de balles comme ici. Et je crois que on ne doit pas être loin des 50 et on n'est qu'à mi-championnat. C'est vraiment énorme. 50, c'était l'équivalent d'il y a 3 ans d'un championnat comme la G-League. Mais là, aujourd'hui, maintenant, regardez, c'est cette manière de vouloir sortir le ballon. Il suffit d'y avoir une erreur, on se projette, on est en pleine vitesse, les autres doivent défendre en courant vers leur but. C'est très, très compliqué. Et eux, en fait, ils profitent de ça. Et là, ils ont même réussi à le faire 2 fois dans le même match contre Newcastle. Voilà, regardez, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il n'y a pas besoin de faire 20 passes pour avoir le même résultat qu'une équipe qui sort proprement le ballon. Et cette équipe-là profite de ça au maximum avec leurs 6 buts sur transition rapide. Et ils sont déjà largement sauvés et on n'est même pas à mi-saison. 4 victoires consécutives pour Everton et puis 4 clean sheets consécutifs aussi. Ça fait 4 journées qu'ils n'ont plus encaissé. Donc la balance est plutôt bien équilibrée. C'est un domicile contre Manchester United où ils sont battus 0-3. Mais ça fait aussi 5 victoires en 6 matchs, en incluant cette défaite-là. Attention à Tottenham parce qu'ils ont vraiment le moral maintenant. Ils savent, comme Christian vient de nous l'expliquer, ils savent comment ils sont forts. Et ça, c'est quand même un atout important pour une équipe qui doit sortir d'une zone dangereuse. C'est quasiment fait, mais ils ne vont pas se reposer sur le laurier parce qu'en plus de cette envie... 7 points d'avance pour le moment, bien c'est sûr, pas encore mais assez. en plus, il y a la niaque qui est là à cause de la punition parce que tous les joueurs ressentent ça comme une injustice. Le coach aussi. Eux, ils ne sont pas concernés par les raisons de la punition. Donc forcément, ils sentent comme une volonté de les faire descendre. Et ça surbooste, je pense, l'envie de chacun dans l'équipe. C'est ce qu'on voit pour l'instant. Et en plus, les mises en place de Shundage, ce qu'ils demandent à ces joueurs, ça fonctionne. Donc ça va être un match très compliqué pour Tottenham, je pense. Puis il y a les chiffres aussi. 5 victoires en 8 déplacements. C'est les mêmes chiffres qu'Arsenal. Donc il y a du solide aussi au niveau du jeu. Il n'y a pas que l'esprit de revanche, il y a du jeu. Non, il y a Doucouré, 6 buts. Il ne sera pas là. Il sera pas là ce Oui, week-end, mais je veux dire, dans ce qui se passe aujourd'hui, il a un rôle important. On verra comment ils vont compenser essentiel. ça. Mais ça correspond à ce que Christian nous dit sur la manière de marquer les buts. S'ils gagnent si souvent en déplacement, c'est parce qu'ils sont forts sur phase arrêtée et ils sont forts sur reconversion rapide et ils profitent des erreurs de l'adversaire. Ils ne doivent pas faire le jeu. Voilà, Ils exactement. le laissent à l'adversaire et Tottenham va vouloir le faire samedi. Voilà. Donc c'est idéal pour gagner en déplacement. Ok, ce sera en tout cas un des bons matchs du week-end. On est curieux de voir si Tottenham peut continuer sur sa lancée, au même titre qu'Everton. Ces 2 équipes qui sont en forme pour le moment. Voilà pour le premier rendez-vous. Ce sera donc le fil rouge de Goals of the Day. Il y aura combien de rencontres en tout ? 4, puisque 4. City est reporté en raison de sa finale de Coupe du Monde des clubs. Et on retrouvera évidemment Philippe au commentaire de ce Goals of the Day. On passe à l'affiche. Et là, c'est un petit peu le premier cadeau de Noël, puisque samedi soir à 18h30, le leader Arsenal se déplace à Liverpool, le deuxième. On en parle après ceci. Alexander-Arnold! In on the end of it, Saka!
Match au sommet à Anfield. Liverpool est donc deuxième avec 38 points. Arsenal est leader avec 39 unités. Bon, c'est le match rêvé à ce moment-ci de la saison. On est presque à la moitié du championnat, puisqu'on sera à la 18e journée. Et là, on a le match vraiment, un des plus gros matchs de cette première partie de saison. Si ce n'est pas City champion, tout le monde s'imagine que c'est une de ces deux équipes-là. Effectivement. On va encore mettre parenthèse Aston Villa à faire à suivre et on verra avec les autres. Mais, donc on a un match pour le titre là. Oui. On a aussi... Et un match pour la première place. un match pour la première place. Dans laquelle... trois équipes pour la première place, puisqu'Aston Villa, derrière, en cas de match nul, encore une fois, peut passer devant. C'est ça. La saison dernière, d'ailleurs, ils avaient fait 2-2. Donc, ce serait le scénario idéal pour Aston Villa, à partir du moment où Aston Villa gagne son match. Mais on reste sur Liverpool et sur Arsenal. Et Christian, vous avez voulu faire un comparatif parce qu'on a là les deux meilleures défenses. Liverpool a encaissé 15 buts, Arsenal a encaissé 15 buts. Oui, et on va voir dans le comparatif, justement, dans la manière dont les buts sont encaissés, qu'on est pratiquement à la même chose. Donc, on voit qu'il y a proportionnellement toujours très peu de buts encaissés sur jeu dominant placé, mais ça, c'est normal, surtout aussi sur jeu dominant placé vers rapide. Mais c'est surtout les transitions rapides, bien que c'était beaucoup plus en début de saison, et donc ils ont un peu rectifié, mais enfin, récemment, ils ont de nouveau encaissé un but là-dessus. Et voilà, donc cette équipe-là, que ce soit Liverpool ou que ce soit Arsenal, dans l'infographie suivante, on va le voir, c'est pareil. Il y a une similitude et donc ça va probablement se jouer sur une reconversion rapide, sur une transition, même si Arsenal n'est pas trop fort dans ce domaine-là. Mais voilà, j'espère qu'on va avoir du spectacle parce que si ce sont les deux meilleures défenses, on risque peut-être aussi que ça se termine sur un 0-0. Mais en tout cas, je pense que s'il y a un problème, ça se passera sur une transition rapide. Alors 0-0 justement, c'était le score de Liverpool-Manchester United dimanche dernier. C'est la première fois de la saison que Liverpool n'a pas marqué. C'est pas faute d'avoir essayé. C'est pas faute d'avoir essayé. 34 tentatives au but, bon seulement 8 cadrés. Il n'y a pas eu d'arrêt, on va dire trop compliqué pour Onana, mais 34 tentatives au but. C'était presque 70% de possession de balle, 13 corners et pourtant Liverpool n'a pas marqué. Donc ça arrive. Donc ça arrive, effectivement. Hier, c'était 28. Là, ils ont marqué 5 fois. Donc, ça dépend un petit peu. Justement, c'est bien vous lancer le off parce qu'on vous a isolé les buts. On vous a préparé les buts marqués donc en quart de finale de Carabao Cup, de la Coupe de la Ligue. Liverpool recevait West Ham et Liverpool a déroulé après le 0-0 de dimanche. Là, c'est rentré quasiment tout seul sur cette belle frappe de Szoboszlai notamment. On a eu un doublé de Curtis Jones. Voici le premier de ces deux buts dans un angle très compliqué face à une équipe de West Ham qui a été assez vite balayée, qui est assez vite tombée dans le doute. Le troisième but a été marqué par Gakpo sur cette frappe, encore une fois dans l'axe, en tout cas sur des ballons qui arrivent depuis l'axe. Mo Salah qui n'était pas titulaire mais qui a quand même marqué son but dans la rencontre. Il n'est pas en position de hors-jeu, il est parti de sa moitié de terrain au moment de la passe. 4-1 et puis ça se terminera avec un dernier but marqué par Curtis Jones. Est-ce qu'on peut dire Mo Salah pas titulaire ou on dit Mo Salah laissé au repos? Laissé au repos évidemment, oui, parce qu'il sera titulaire à 100% face à Arsenal. Mais bon, c'était un match de coupe de la Ligue, donc il fallait faire tourner un petit peu aussi l'effectif. Le dernier but, très joli d'ailleurs, de Curtis Jones. À la vue de ces buts, Christian, vous avez une petite remarque à faire. Oui, on avait déjà fait le comparatif par rapport au modèle de jeu de la saison passée avec Liverpool où on passait énormément par les flancs et les centres. Là, évidemment, on essaie toujours de chercher Mo Salah quand il est sur le flanc pour être cette sorte de meneur de jeu. Mais vous l'avez vu dans les 5 buts, c'est 5 pénétrations axiales, aucun but marqué sur centre. Donc, cette tendance se confirme. Attention, en observant les chiffres de la saison passée, on était à peu près à la même chose. C'est seulement dans la deuxième partie, après la Coupe du Monde, qu'ils ont commencé à nouveau à marquer sur centre. Donc, ils avaient une option supplémentaire. C'est comme ça qu'ils ont réalisé une bonne deuxième partie. Et donc là, on va voir aussi, donc après cette fameuse période de Noël Nouvel An, s'ils vont recommencer à jouer en passant par les flancs et utiliser les centres. Robertson n'est pas là, et puis Alexander-Arnold passe plus de temps maintenant dans l'entrejeu que sur un flanc, donc c'est aussi ça se fait la différence. Oui, puis il y a beaucoup de buts aussi qui sont marqués depuis l'extérieur du rectangle, ce qui n'est plus tellement la tendance ces derniers temps, mais Liverpool en a marqué pas mal, notamment dans le match contre Fulham. Je crois que c'est les 4 buts ou les 5 buts sont inscrits de tir loin. Ici, les 2 premiers, c'est le cas aussi. 62 tentatives au but en 2 matchs. Bon, Arsenal est prévenu qu'ils ont un potentiel offensif quand même assez intéressant de l'autre côté. Et ce qu'on remarque aussi,
Hier, bon, c'était une victoire assez facile, 5-1, mais il y a eu 2 buts marqués après la 75e minute. Et ça, bon, on l'a déjà dit plusieurs fois dans l'émission, c'est récurrent. C'est une équipe qui a énormément de caractère, de persévérance, parce qu'elle joue, elle tente sa chance et elle peut aller marquer des buts jusqu'à la dernière seconde. C'est le cas des deux équipes, Serge, puisque Arsenal est à 11 buts dans le dernier quart d'heure et Liverpool mène dans ce domaine avec 14 buts, on le voit ici, contre seulement 4 buts encaissés. Donc on risque d'avoir, évidemment, en plus avec le temps additionnel, d'avoir une période assez longue, assez prolifique. Donc ça pourrait se jouer dans le dernier quart d'heure avec des buts très importants, comme disait Philippe. Il y a eu les buts à Crystal Palace, les buts à Fulham qui ont fait que cette équipe a quand même remporté le match. Voilà, donc des équipes qui sont au point physiquement dans une période où, évidemment, où on a la fatigue, où on a des pertes de concentration, mais on voit que voilà, ces deux équipes parviennent à marquer des buts dans ce dernier quart d'heure et notamment au-delà de la 80e minute, ce qui va être de bon augure pour le spectacle, et donc il faudra rester jusqu'au bout. Oui, et il faut ajouter à ce total-là, qui est assez impressionnant dans le temps additionnel, notamment ici, comme ce but de la victoire marqué à Crystal Palace, 11 buts ont été marqués par des remplaçants. C'est quasiment un tiers du total des buts marqués par Liverpool. On peut avoir l'impression que Liverpool est en train petit à petit de s'adapter à sa nouvelle configuration, cet entrejeu qui a été modifié. Donc on ajoute des tirs de loin, ça m'avait frappé quand même, beaucoup de tentatives au but, plus qu'avant, mais aussi toujours des buts encaissés dans les premiers, et ça c'est une mauvaise tendance qui n'est pas encore totalement effacée. Contre Arsenal, il faudra faire attention à ça quand même aussi. On n'aura pas le même match évidemment que contre West Ham. Non. Quand vous voyez... Et que contre Manchester United bien aussi. sûr, mais quand vous voyez ici la défense, la hauteur de la défense de West Ham, et que votre entrejeu est battu et que vous laissez dérouler les Reds devant vous, mais c'est la pire des choses. c'est la pire des choses. Donc la hauteur de la ligne, je ne pense pas que les Gunners feront cette erreur samedi, mais la hauteur de la ligne défensive des Gunners, ça va être essentiel, évidemment. Ouais, bon, on a vu quand même qu'Arsenal est moins spectaculaire, mais sans doute plus sérieux dans l'approche défensive, mais offensive aussi cette saison. Parce que, Christian, vous avez fait le comparatif du bilan offensif d'Arsenal entre la saison dernière, on rappelle qu'ils étaient aussi en tête du classement à ce moment-ci de la saison, et le Arsenal qui est en tête aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose qui a changé. C'est peut-être moins spectaculaire, mais c'est plus efficace. Mais le résultat final est le même, puisqu'ils sont en tête du classement. Alors j'ai fait le comparatif à la même période, c'est-à-dire les 16 matchs avant la Coupe du Monde, qui correspond un peu à cette date-là, et maintenant les 17 matchs qu'on a déjà joués. Et on observe en fait que voilà, donc dans cette première ligne sur le jeu dominant placé plus rapide, on était à 21 plus 4, donc c'est 25 buts. Tandis que maintenant on n'est qu'à 16, donc ça veut dire que de plein jeu on a moins d'efficacité. Il n'y a pas grand-chose qui a changé dans le jeu, mais malgré tout Martinelli est un peu moins efficace. On a dû attendre aussi l'adaptation de Kai Havertz qui commence à se réveiller maintenant. Donc on a perdu pratiquement 40% de ses buts dans le jeu dominant placé. Par contre, regardez sur les phases arrêtées, on a déjà doublé, et 15 buts, c'est l'équivalent de toute la saison passée sur phase arrêtée. Donc, on le sait, on l'a répété, ils ont engagé un spécialiste qui est venu de Brentford, un Français. Et donc, on a vu qu'ils s'en sont sortis souvent sur des phases arrêtées, encore notamment le week-end passé avec le but de Gabriel Jesus. C'est très important parce qu'en fait, ça donne de l'espoir pour la suite de la saison. C'est-à-dire que quand ce jeu dominant placé va retrouver un tout petit peu d'efficacité comme la saison passée, eh bien on va voir en fait que ce quota atteint par les phases arrêtées par rapport à la saison passée, mais ça sera à ce moment-là que ce bonus va jouer. Et donc ces buts sur jeu dominant placé ou jeu dominant rapide, comme on le voit ici, c'est ces buts-là maintenant qui vont faire la différence sur la deuxième partie. Alors il va falloir rester vigilant défensivement, mais je pense que ça va être un des atouts du deuxième tour pour Arsenal. En face à Brighton, ils ont fait les deux, phase arrêtée et puis jeu dominant rapide. Allez-y. Il y a les joueurs qu'on connaît bien du côté d'Arsenal et on connaît bien leur état de forme. On sait que les flancs, c'est quelque chose de vraiment phénoménal. On sait que Gabriel Jesus, quand il est dans un rectangle et qu'il est bien en jambes. Il y avait la question Havertz. Il a marqué quelques buts maintenant.
il donne raison à son coach de lui avoir maintenu sa confiance. Il a l'air de monter de niveau. Il est décoincé. Oui. Et puis, Declan Rice, lui, on le retient un peu. Il est vraiment devant cette défense. On ne le laisse plus partir comme un fou furieux vers l'avant. Donc, il est maîtrisé dans un rôle un peu plus... C'est moins spectaculaire. Peut-être que ça explique le tableau que vient de montrer Christian. Mais d'abord, une gestion défensive. Je pense qu'ils ont été sous le choc, traumatisés de ce qui leur est arrivé la saison dernière. Et ils ont, jour et nuit, étudié comment compenser ça. Et ils ont un plan. Alors, est-ce qu'ils iront au bout de ce plan? Affaire à suivre. Ça commence par Anfield. En tout cas, c'était un bon moment pour mettre la barre assez haut, je pense. En déplacement à Liverpool, aller gagner là, ce serait quand même un marqueur sur la saison plus qu'important. Ce n'est plus arrivé depuis 10 ans. Il reste sur 10 matchs sans victoire. C'est 3 partages, 7 défaites sur les 10 derniers déplacements à Anfield. Ils ont très certainement les moyens de faire ça. Maintenant, il faut le réaliser dans un match en jeu, avec la pression en plus, parce qu'on parlait d'Aston Villa qui pourrait être devant. Comme ils jouent vendredi à domicile, où ils n'ont pas perdu un point face à Sheffield, il y a 99% de chances qu'ils soient premiers à ce moment-là. Donc, c'est les deux derrière qui vont devoir jouer avec cette pression d'un match particulier, de Aston Villa qui est devant. C'est tout à fait intéressant. Ce qui serait exceptionnel. On fait une émission spéciale sur Aston Villa. Si Aston Villa est leader avant samedi, donc à la 10e émission spéciale journée, jeudi prochain, même si elle n'est pas bouquée. Bon, ils doivent encore gagner à domicile, mais bon, Bien c'est sûr. face à Sheffield. Contre Sheffield, ça devrait aller. Et Aston Villa est quand même On sait jamais, largement en favori. Première Ligue, on ne sait jamais, mais quand même. Bon, il y a aussi Jürgen Klopp qui a mis la pression sur le public de Liverpool en disant que... 3 mots. Non, les mots exacts, c'est si vous n'avez pas envie de mettre l'ambiance, revendez votre ticket et laissez-le pour quelqu'un d'autre qui va le faire. Il a été sévère là. Ouais, malgré la victoire 5-1 face à West Ham, Mais il faisait surtout référence au match précédent, non? Face à Manchester United. En tout cas, c'est une sacrée affiche qu'on vous propose. Ce sera donc samedi sur le coup de 18h30 pour ce match incroyable entre le premier et le deuxième. En attendant que Manchester City revienne aussi peut-être avec un titre de champion. Ce seront peut-être les deuxième et troisième d'ici là. Oui, ça, écoutez, parce qu'on peut changer la formule du côté d'Arsenal, mais ce sera en février, mars, avril et mai qu'il faudra. Là où City ne perd plus une plume. Exactement, c'est là qu'il faudra être costaud. Il faudra voir où se situeront et Liverpool et Arsenal d'ici là, mais le match de samedi nous donnera quand même déjà une bonne indication sur la suite de la saison. On vous disait qu'avec quasiment des matchs tous les jours d'ici au 2 janvier, on va vous proposer une première partie du programme, parce que si on vous montrait tout ici, vous seriez un petit peu perdu, noyé dans le programme. Attention, jeudi soir déjà, pour ceux qui regardent la première diffusion de l'émission, il y a Crystal Palace face à Brighton. C'est un des matchs importants pour les deux clubs. Il y a une vraie rivalité entre les Eagles et entre Brighton. Brighton doit prendre de l'avance sur Everton si les Toffees récupèrent leurs points. Et puis donc vendredi, on en parlait, Aston Villa qui peut prendre la première place face à Sheffield. Samedi. Ça commence à 13h25 avec le déplacement Man United à West Ham. C'est peut-être une occasion pour Man United de faire 2 bons résultats en déplacement. C'est plus arrivé depuis très très longtemps. West Ham, ça pourrait être une bonne cible. Goal of the Day, donc c'est avec Tottenham Everton comme fil rouge. Pas de City non plus dans cet après-midi-là. Et puis Liverpool Arsenal, c'est vous Bruno? Oui, on aura le plaisir de avec retrouver Bruno. Frédéric Wassège, nous serons là. Et dimanche, Chelsea qui se déplace du côté des Wolves. Une équipe de Chelsea qui passe aussi en Coupe de la Ligue 1. Exactement, qui s'est qualifiée pour les demi-finales. Et on est déjà à mardi parce que c'est le Boxing Day, évidemment. C'est un jour très spécial dans le calendrier. Là, on aura notre pull de Noël. Ah ben voilà. Mais oui. Non, on ne vous verra pas. En studio, oui. On va juste vous entendre. On fera un selfie. Ça va. Le rendez-vous est pris, promesse ça. Et un certain Man United Aston Villa qui est quand même très très intéressant aussi. Effectivement. Voilà pour le programme. Il nous reste à vous souhaiter déjà un excellent Boxing Day, un très beau week-end de foot. Un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Et comme c'est le dernier PL Club de l'année 2023, parce qu'après il y aura des matchs tous les jours, on peut déjà vous souhaiter une excellente année et joyeuse année. On peut le faire chacun à votre tour. Allez-y Bruno. Je vous souhaite une année 2024 exceptionnelle et en direct avec nous bien sûr souvent. Plein de découvertes, de nouveautés et de plaisir aussi. Oui, et on souhaite à Christian une excellente année 2024 avec le QR code Discord parce qu'on peut vous retrouver sur toutes les grandes affiches. Alors je suppose que pour ce week-end, on sera du côté d'Aston Villa ou de Burnley, c'est ça ? On termine la saison avec Bruno et avec Fred Wassège pour le match important Bien évidemment. entre Liverpool et Arsenal et on fêtera en fait Noël avec nos abonnés.
Eh ben voilà, le rendez-vous est pris. 24 au soir, à minuit, on est là. Il y a un match le 24, mais dans l'après-midi. Moi, je me réserve le 1er Le janvier. 1er janvier, moi je serai avec vous le 31 décembre, comme ça on aura tous l'occasion de faire la fête ensemble avec vous. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci Bruno, merci Philippe, merci Christian. Et merci évidemment à toutes les personnes qui participent et qui permettent à ce PL Club d'exister. Et ils sont précieux. Chaque semaine, exactement. On les remercie et on leur souhaite à eux aussi une excellente fin d'année, une très bonne année 2024. Bye bye. Période de fête ou pas, la Première Ligue continue sur vous Sport World. Ce vendredi dès 20h55, profitez d'Aston Villa Sheffield United. Ensuite, samedi à 13h25, entamez votre journée de foot anglais par West Ham Manchester United. Et dès 15h45, un alléchant Goals of the Day avec Fulham face à Burnley, mais aussi Luton Town qui accueille Newcastle, le déplacement de Bournemouth à Nottingham Forest, sans oublier le duel entre Tottenham et Everton. À partir de 18h20, c'est le choc du week-end entre Liverpool et Arsenal. Enfin, dimanche à 13h55, vivez la réception de Chelsea à Wolverhampton. Vos fêtes de fin d'année avec la Première Ligue, c'est sur vous Sport World.